Estelle, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce premier épisode de notre podcast Au bout de mes rêves. Alors toi, tu es artiste dessinatrice. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots du coup ton travail ? Bonjour Floriane, merci, je suis ravie de vous accueillir. Je suis artiste dessinatrice et je dessine directement sur le vif. Alors moi, je suis vraiment ravie de te recevoir parce que non seulement en fait le milieu de l'art, ça peut être un milieu un petit peu mystérieux pour beaucoup de gens et voilà, les jeunes peut-être n'osent pas forcément se lancer dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de préjugés, d'idées reçues. Et puis en plus, je trouve qu'en ce moment, avec la période actuelle qu'on vit, on a vraiment besoin de beau. Et je trouve que ton travail est vraiment magnifique. Donc je suis vraiment ravie qu'on puisse discuter ensemble. J'aimerais bien qu'on commence par revenir vraiment à la genèse et parler un petit peu de d'où tu viens, de l'histoire de ta famille. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quelles sont tes origines ? Alors, mes origines, je suis d'origine chinoise, donc c'est mes arrière-grands-parents, ils étaient chinois, et du coup, ils ont quitté la Chine dans le Canton à cause de la guerre avec les Japonais et la Grande Famine pour aller au Cambodge. Et ensuite, mes grands-parents sont nés au Cambodge, et mes parents aussi, et ils ont quitté en fait le Cambodge à cause de la guerre des Khmers rouges pour venir en France. Donc à chaque fois, à cause des guerres, ils ont immigré. D'accord. Et donc toi, tu es née en France ? Donc moi, je suis la première génération de ma famille à être née en France. Et t'as grandi où exactement ? Alors moi, j'ai grandi à Potocombo, c'est dans le 77 en Seine-et-Marne. Et est-ce que du coup, tu viens d'une famille d'artistes ou pas du tout ? Alors non, moi, je viens plutôt d'une famille de commerçants, mais pas du tout d'artistes. Et je suis la première artiste dans la famille. Est-ce que tu te rappelles si pour toi, l'art, c'était quelque chose d'inné ou t'as découvert ça un peu au fur et à mesure dans ton enfance ? Comment est-ce que, en fait, vu que t'étais pas d'une famille d'artistes, t'as découvert le milieu de l'art ? En fait, le dessin, c'était assez inné. En fait, j'ai commencé à dessiner parce que mes parents avaient un restaurant et tous les soirs après l'école, ils nous ramenaient au restaurant. Et donc, ma mère m'a passé son bloc-notes et j'ai commencé à dessiner parce que je m'ennuyais. Et c'est comme ça, je dessinais tous les soirs au restaurant. Et ensuite, l'art, ça m'est venu grâce à mon professeur de collège en 6e. C'est grâce à l'éducation nationale que j'ai pu découvrir des œuvres de Claude Monet, les Nymphéas, Léonard de Vinci, le portrait de la Joconde, grâce aux diapos que nous montrait notre professeur. Et ensuite, après, à la fin du cours, je lui ai demandé, comment on peut voir ces tableaux en vrai ? Est-ce que ça se trouve dans des lieux ? Et quelles sont les formations de ces artistes ? Et du coup, elle m'a fait une liste des musées à visiter. Et c'est comme ça que j'ai commencé à voir des expositions temporaires et permanentes. Et ensuite, à découvrir qu'il y a des écoles d'art publiques dans Paris. Donc, tu as fait un peu toute seule ton petit bonhomme de chemin, un peu par curiosité, en posant des questions. T'as avancé comme ça. Et à quel moment, du coup, tu t'es dit, voilà, c'est ça que je veux faire, puisque finalement, l'art, c'est quelque chose, ça peut être un loisir pour beaucoup de personnes qui apprécient dessiner, qui apprécient peindre, etc. Mais de là à se dire, je vais en faire mon métier, c'est un pas que je trouve quand même assez énorme, surtout qu'on connaît un peu, on a peut-être certains préjugés sur le fait que la vie d'artiste, c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire ça et il y a peu de gens qui réussissent. Au départ, moi, je pensais vraiment qu'un artiste, c'était, je suis désolée, ça fait un peu cliché, mais c'était la vision que j'avais. Un artiste, c'était quelqu'un qui dessinait dans la rue et qui vendait ses toiles dans des lieux touristiques. Et en fait, c'était au moment, quand j'ai passé mon bac scientifique, j'ai tenté l'école Olivier de Serres, qui est une école publique des arts appliqués. Parce que si j'avais pas cette école, je pense que j'aurais fait des langues LEA à l'université. Et finalement, en passant mon bac, j'ai été prise directement. Donc après, j'ai fait de la communication, graphisme, pub, édition à Olivier de Serres. Et ensuite, après, j'ai tenté les Beaux-Arts de Paris. Mais au départ, je voulais tenter les arts décoratifs parce que je me suis dit, je ferais de l'illustration. Et c'est grâce à un de mes professeurs, en voyant mon travail, qui s'est dit, mais toi, ton profil, je te verrais plus
Beaux-Arts de Paris. Et je lui ai dit, Beaux-Arts de Paris, jamais, je vais pas gagner ma vie, je serais jetée au bord du précipice. Et en regardant sur l'écran les dates de sélection, de candidature, il m'a dit que c'est dans une semaine, il faudra déposer pour les Arts Déco et pour les Beaux-Arts de Paris. Vas-y, tente les deux, faut tenter sa chance. Et du coup, en allant aux Beaux-Arts, c'est la première fois que j'y mettais les pieds, je me suis dit, waouh, le quartier, il est joli, c'est assez chic. Et l'école, elle est magnifique, on a l'impression d'être en Italie avec la cour du Mûrier. Et je me suis dit, bon, je sais pas qu'est-ce qu'on y enseigne, mais c'est vraiment cette école où j'aimerais entrer. Et donc, j'ai tenté les Beaux-Arts de Paris, il faut mettre un dossier. Et ensuite, il y a un concours et un entretien. Et finalement, j'ai été prise. Et ces 5 années, en fait, aux Beaux-Arts, c'était vraiment le paradis. Et c'est vrai que quand j'ai dit à mes parents que voilà, déjà, je suis rentrée à Olivier de Serres, ma mère elle était très contente parce que voilà, j'ai pu rentrer directement. Et mon père il m'a dit, de toute façon, les écoles d'art, ça sert à rien. Et quand j'ai ensuite eu les Beaux-Arts de Paris, je lui ai dit, ça y est, j'ai le concours, etc. Beaux-Arts de Paris, je reste à Paris. Et mon père m'a dit, bon, ça sert pas à grand-chose non plus. Du coup, c'est vrai que faire des études d'art quand on n'est pas dans une famille qui est habituée, c'est assez dur parce que il faut se dire, même si on ne gagnera pas de l'argent à la sortie, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Il faut continuer à faire, même si dans la famille, je ne vais pas citer, mais on m'a dit, c'est quand tu termines tes études pour travailler. Alors que vous venez de commencer, c'est un peu difficile, mais du coup, c'est pour ça qu'il faut toujours continuer, même si on dit, voilà, il n'y a pas de débouché. Même quand j'étais aux Beaux-Arts à Paris en première année, on nous disait que 5% des étudiants à la sortie de l'école, ils vont continuer vers cette voie. Mais après, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réussir. Il y en a qui vont peut-être faire du graphisme, il y en a qui vont faire autre chose, il y en a qui vont être scénographes. Mais au moins, ça nous aura permis d'être indépendants, d'être débrouillards. Ouais, c'est sûr. Moi, j'ai une vision peut-être un peu élitiste des Beaux-Arts. Je me dis que pour beaucoup, ça peut faire un peu peur. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment toi tu t'y es préparé et comment ça se passe, comment ça s'est passé concrètement pour toi ce concours ? Moi, le concours, en fait, c'est le lieu, l'architecture, ça m'a plu tout de suite. Et donc, quand j'ai déposé mon dossier, donc à l'époque, en fait, je n'avais pas préparé vraiment de dossier pour les Beaux-Arts de Paris. Parce que comme je faisais de la communication visuelle, de la pub, j'étais contente d'apprendre InDesign, Photoshop, etc. Mais c'était pas trop mon truc. Et du coup, durant toute l'année, je faisais des dessins pour moi, je faisais de la lino grâce à Olivier de Serres, et de la photo, des dessins, des carnets de croquis, de la peinture, mais de mon côté. Et c'est ensuite, après, je me suis dit, en rassemblant tout ça, je présentais un dossier. Et une fois qu'on était pris par dossier, ensuite, on doit passer un concours de dessin, un concours d'histoire de l'art et un entretien de 10 minutes devant 15 personnes. Voilà. On a l'impression que c'est le jugement dernier, parce qu'en fait, on n'arrive pas avec nos travaux, il y a quelqu'un qui les prend, et ensuite on nous appelle pour dire, voilà, vous pouvez entrer. Et la personne nous dit, un des présidents du jury nous disent, voilà, vous avez 5 minutes pour présenter votre travail, voilà, je suis sélectionnée. Et après, les questions vont comme des balles de ping-pong. Et en fait, il n'y a pas un sourire quand on passe un entretien. En fait, il n'y a même pas une personne qui vous sourit pour dire, ça y est, tu l'as. Quoi. C'est ou dur, genre, ouais, c'est bien. Et en fait, quand on passe la porte de sortie, on se dit, je sais même pas si je l'ai réussi ou pas. Parce qu'il y a pas une expression. Et finalement, ouais, c'est chouette. Et du coup, ça se passe comment les Beaux-Arts concrètement ? Est-ce que c'est la compétition entre les gens ? Est-ce qu'il y a une solidarité ou comment ça se passe ? Alors moi, je suis pas du tout de nature compétitive. Quand je travaille, c'est pour moi. Je veux dire, voilà, on essaie de faire de l'excellence. Mais c'est vrai, dans certains ateliers, il y a des gens, ils sont compétitifs. S'ils voient que tu fais mieux qu'eux, ils vont essayer de C'est pas très sympa ce que je dis, mais après, c'est dans tous les corps de métier. Mais ils vont te faire comprendre que ce que tu fais, c'est pas bien. Oui, il y a des jalousies, malheureusement.
Mais après, c'est comme dans la vie, faut faire avec, faut pas se prendre le chou. Ouais. Et les cours, ça se passe comment? Du coup, vous êtes entre élèves et vous avez des cours où en fait chacun travaille un peu dans son coin sur ses projets? En fait, aux Beaux-Arts de Paris, ils ont gardé la tradition qu'il y a depuis des siècles, c'est d'avoir un atelier. Et donc l'atelier, c'est un professeur qui est artiste. Et donc c'est un peu la matière principale. Et du coup, après, ça dépend des années. On a des cours de dessin obligatoires première, deuxième année. Après, on doit avoir des cours de technicité, des cours de langue. Et donc, en fait, c'est un peu à la carte. C'est comme un plateau d'argent, on a plein de petits fours et après, on sélectionne. C'est-à-dire, chaque étudiant de la première à la cinquième année, on peut avoir des cours, mais totalement différents. On a vraiment des formules très différentes. Et du coup, c'est ça qui permet un peu cette liberté de pouvoir choisir ce qu'on veut. Et en parlant de choisir ce qu'on veut, toi, du coup, tu t'es orientée vers le dessin. Comment, en fait, t'es venue à te dire c'est ça que j'ai envie de faire comme style d'art, étant donné les possibilités qu'il y a assez grandes? Alors, au départ, j'avais fait de la photo, des photomontages en mêlant dessin et photographie. Parce que je me suis dit que, voilà, la photo, je gagnerais ma vie, je sais pas, je pourrais faire de la pub ou quoi. Et finalement, après, petit à petit, je me suis dit, je vais plutôt faire le dessin, parce que, je sais pas, tout d'un coup, il y a une envie juste de dessiner. Ce que je trouve magique avec le dessin, c'est on part d'une feuille blanche, et en fait, on peut créer pas mal de choses. Alors que la photo, en fait, maintenant, tout le monde a un appareil photo. Avec son téléphone. Avec son téléphone, quand on regarde Instagram aujourd'hui. Mais après, bien sûr, il y a les photographes, ils font des cadrages, ils ont un point de vue, ils ont une démarche. Mais pour moi, je sais pas, c'était peut-être plus personnel en dessin. Et alors moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est le processus de création. En fait, comment tu fais pour choisir ce que tu vas dessiner et comment ça se passe, que tu y réfléchis à l'avance ou c'est complètement sur le vif que tu vas faire ton dessin? Du coup, en fait, je dessine par thème. C'est un peu selon mon feeling. Du coup, je vais... par exemple, là, pendant le premier confinement, du coup, c'était le thème plutôt gastronomique, ce qu'on avait à table. Là, aujourd'hui, c'est des séries sur les bibliothèques parisiennes. Il y a un moment, j'ai fait les blocs opératoires à l'hôpital Necker. Ça peut être aussi dans la rue. Ou quand je suis en résidence d'artiste, quand j'étais à Budapest, c'était les bains à Budapest. En Inde du Sud, c'était vraiment autour de la Sarata Villas, là où j'étais logée. Donc, en fait, je dessine tout ce que je vois et je dessine quand ça m'amuse. Voilà. Ouais, c'est important de s'amuser dans ce qu'on fait. Ouais, parce qu'on n'a qu'une vie et c'est bizarre. Je veux pas faire être philosophe ou quoi, mais le temps passe vite et en fait, on est passager sur Terre. Du coup, faut faire ce qu'on aime et puis il faut pas s'embêter avec des choses qui importent peu. Voilà. T'as raison. Et ça te prend combien de temps de faire un dessin? Là, par exemple, j'ai un poulet fermier, j'ai des côtes, etc. devant moi. C'est quoi? C'est plusieurs heures, plusieurs jours? Oui, du coup, là, pour les confinements, c'est 26-36. Encre de Chine et aquarelle. Donc, c'est par exemple 4 heures, 5 heures de travail pour un dessin. Okay. Après, j'en faisais 2 à 3 par jour. C'est beaucoup, 2-3 par jour. Ouais, voilà, ça dépend de l'inspiration. À la fin, ta main devait être un petit peu fatiguée. Ouais, et entre-temps, je prenais aussi, je suivais sur les réseaux sociaux les cours de Philippe Conticini. Donc comme ça me fait une petite pause gastronomique. C'était toujours dans le thème de la gastronomie, voilà. En tout cas. Et on apprenait des plats, c'est sympa. Et du coup, moi aussi, ce qui m'interroge, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, c'est concrètement la vie d'artiste, comment ça se passe. Pour moi, ça me semble être quand même un métier assez solitaire. Est-ce que c'est pas trop lourd de finalement être seule? C'est vrai que c'est pour ma part, je parle pour moi, mais c'est un métier solitaire. En fait, on se donne son propre emploi du temps. Il n'y a personne qui nous attend. Et c'est vraiment... on vit au jour le jour. Et en fait, le luxe, c'est vraiment de faire ce qu'on aime. En fait, on est notre propre patron. Et puis... Non, moi, je trouve que c'est une chance. On a cette liberté. Et t'es toujours motivée ou t'as des petites baisses
d'inspiration de temps en temps? Pour l'instant, j'ai de la chance, je suis toujours motivée. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que si je dessine pas chaque jour, par exemple, si je prends une semaine de vacances sans rien faire, je sais pas, l'autre bout de l'Asie ou je ne sais où, j'ai l'impression que c'est comme si j'avais rien fait. C'est comme si j'avais pas fait de devoir ou c'est comme quelque chose qui manque en fait. J'ai besoin de continuer à dessiner. Donc en fait, c'est non-stop, quoi. T'as jamais de pause, pas de vacances, pas de week-end. Voilà, c'est juste quand il y a une interview, là je dessine pas, mais à part ça, ou quand il y a des rendez-vous administratifs. Mais sinon, non, je dessine tous les jours. Alors, à côté de la solitude, il y a un deuxième, peut-être un deuxième frein pour les personnes qui souhaitent se lancer dans l'art. C'est aussi évidemment le côté financier. Est-ce que c'est pas trop dur finalement quand on est artiste, justement, comment on fait pour gagner de l'argent, comment ça se passe? Alors, quand on est artiste, pour gagner de l'argent, déjà, on vit au jour le jour. Moi, en fait, je touche pas de droits d'auteur. C'est pas ça qui fait que je gagne de l'argent en produisant des livres ou quoi. Je vends mes œuvres et c'est comme ça que je me rémunère. Et du coup, c'est soit en exposant dans des galeries qui vous exposent, donc ça permet une visibilité. Et la galerie prend 50% de ce que vous... Après, ça dépend avec qui on collabore. Et sinon, comment dire ? J'ai de la chance, j'arrive à en vivre. Après, j'ai pas de charges, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de grosses charges. Donc, comment tu fais pour te démarquer en tant qu'artiste, pour justement trouver toutes ces opportunités de pouvoir faire des expositions, de vendre tes dessins, etc. Comment faire ? Au départ, quand j'étais étudiante, je faisais pas mal de concours. Et en fait, c'est un peu effet boule de neige. Des fois, il y a des concours qu'on est lauréat, il y a une exposition, et quelqu'un voit cette exposition, vous propose une autre exposition, ou vous propose d'autres choses, ou des collectionneurs qui vous collectionnent vous proposent à d'autres collectionneurs. Et en fait, ça fait un peu boule de neige pour arriver. Et aujourd'hui, maintenant, c'est vrai que là, j'ai de la chance et on me propose des expos. C'est génial. Directement ou des projets. Et j'ai vu que tu étais aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça te ramène aussi un petit peu de clients, de visibilité ? De clients un petit peu, mais surtout plus pour la visibilité. Du coup, il y a... Ouais, non, c'est chouette. En fait, c'est une vitrine gratuite qui permet d'être vue par plus de gens. T'as déjà eu des opportunités grâce à Instagram ? Pour faire des expos ? Ouais, pour te faire connaître des gens qui t'ont proposé des projets ou... Oui, parce que des fois, par exemple, quelqu'un vous rencontre, il ne sait pas qui vous êtes, et du coup, soit il regarde sur Google voilà, votre site internet, ou tout de suite, ils vont regarder sur Instagram, voilà, qui vous êtes, et très vite, on voit le portfolio. Ouais. Alors, il y a une autre façon dont toi, tu te démarques, c'est dans ta façon, en fait, de t'habiller. En fait, là, je t'ai en face de moi, t'as un petit bibi, une robe midi, une petite veste Vichy. Est-ce que ça fait partie de ton art ? Voilà, explique-nous un petit peu pour toi ce que signifie ta façon de t'habiller, pourquoi tu as envie de t'habiller de cette façon-là. Du coup, ma façon de m'habiller, pardon. En fait, je porte toujours un bibi, donc tous les jours. Et ensuite, la couleur et ma façon, c'est un peu selon mon humeur quand je me lève le matin. Donc, je choisis une couleur et je me dis, voilà, je vais prendre cette couleur. Et après, j'essaye de trouver tout ce que j'ai. Et ça se démarque vraiment de la façon dont on s'habille aujourd'hui. C'est un petit côté vintage. Est-ce que ça fait partie de ton art ou c'est juste un goût comme ça de se démarquer Non, c'est juste un goût de bien s'habiller. Parce qu'on dit souvent que, par exemple, quand on est mal ou quand on n'est pas très bien, on prend pas soin de son physique. Et là, si je suis de bonne humeur, je m'habille bien. Ouais. Et en fait, je suis pas du tout la mode. Parce qu'en ce moment, j'ai vu qu'il y a pas mal de choses qui sont très larges. Et comme je suis petite et pas très grande, si je mets des choses larges, ça va un peu me rapétissir, mais me
me raccourcir. Du coup, ouais, j'aime bien les choses centrées. Et les gens te repèrent un petit peu dans la rue. T'as des personnes qui commentent un petit peu, qui sont peut-être un peu surpris ou pas du tout? Ouais, il y en a beaucoup qui m'arrêtent ou qui viennent me parler, me dire: «Ah, j'adore votre style, ah, vous êtes élégante mademoiselle ou madame». Et il y en a qui me disent: «Mais en fait, beaucoup de questions, c'est: "Vous travaillez dans la mode? Ah, vous créez des robes?"» Donc en fait, on pense que je suis, je sais pas, je suis styliste ou mais non, je suis juste artiste. Mais c'est bien, c'est une façon aussi peut-être de toucher d'autres personnes. Il faut oser en fait avoir son style aussi et pas avoir peur du jugement des autres, quoi. Faut être Ouais, bien dans sa peau. voilà, c'est le plus important et pareil, les bibis, on n'en met plus trop. C'est moins à la mode. Bon, il y en a qui le portent pour les mariages ou pour les prix de Diane ou en Angleterre, comme la reine d'Angleterre. Mais c'est vrai, j'aime bien les bibis parce que j'ai une tête à bibi et après, voilà. Et toi, du coup, c'est quoi les personnes, les artistes qui ont pu t'inspirer sur ta route, justement, pour persévérer dans cette voie? Alors les personnes, qui m'ont inspirée, c'est par exemple, Albrecht Dürer, un graveur. J'aime beaucoup, David Hockney, qui est encore, artiste, anglais qui est encore vivant. Sam Safran qui est décédé, il y a quelques mois ou il y a peu de temps, on va dire. Et oui, ce sont des artistes comme ça qui me poussent à continuer ce que je fais. Et qu'est-ce qui, en fait, chez eux, te donne envie d'aller plus loin de ton côté? Qu'est-ce qui me donne en fait, c'est la précision du trait, le détail et on sent qu'ils s'amusent. Ouais, j'ai l'impression que finalement, c'est vrai que ce côté s'amuser, c'est vraiment hyper important, en fait. Ah oui, c'est la motivation. Super. Pour terminer, petite question, ce serait quel est ton artiste et ton œuvre préférée? Mon artiste et œuvre préférée, là maintenant? C'est dur, hein, je sais que Ah c'est ouais, une c'est question dur. compliquée. Tadadam. Alors mon artiste préféré, en ce moment, c'est, Sam Safran. Ah, c'est dur parce qu'en fait, j'aime beaucoup David Hockney aussi, mais on va dire Sam Safran parce qu'il est plus là. Et j'aime beaucoup, je connais pas très bien les titres, mais j'aime beaucoup. Ah non, sinon je vais prendre, de Dürer, La grande touffe d'herbe de Dürer. Et pourquoi c'est ton œuvre préférée, du coup? Parce qu'en fait, il part, c'est juste une touffe d'herbe qu'il a vue de son atelier et c'est quelque chose, dont on fait pas attention. Par exemple, une touffe d'herbe, on passe à côté, on marche dessus, c'est pas quelque chose qu'on va dire: «Ah, c'est très joli». Et lui, il a réussi à la magnifier. En fait, de rendre, quelque chose, qui existe, de le rendre mystérieux. Et la vérité est dans les détails. C'est vrai. Et ton œuvre à toi préférée, c'est quoi? Mon œuvre à moi, ah, c'est dur aussi parce que c'est comme si j'avais plein de bébés, il faut que je choisisse, l'enfant le plus chéri. C'est un peu difficile. J'avoue que ma question était un peu... Non, mais pas de souci. En ce moment, là, c'est juste aujourd'hui, à ce moment-là, je pense à la place de l'Europe, la gare Saint-Lazare, que j'ai dessinée. Et pourquoi, du coup, c'est ton œuvre préférée de toi? Parce que en fait, j'aime bien cette place de l'Europe. Ça me rappelle des souvenirs quand j'étais enfant. On allait acheter des partitions de musique. Mais aussi, j'aime bien de voir tous ces détails de train, de grillage, les ombres sur le trottoir. Et non, c'est pas que j'aime bien la rue, mais dans la rue, il y a pas mal de... Ouais, il y a pas mal de vie. Et de voir ces trains, je sais pas si c'est le fait d'avoir le Covid, mais on a envie de partir, on a envie d'aller loin, en fait. Finalement, il n'y a pas besoin de partir dans les endroits les plus éloignés du monde. La beauté est juste sous nos yeux aussi, quelquefois. Ouais, à Paris, on est servi. Ouais, il y a plein de choses à dessiner. Pour conclure, du coup, je voulais savoir, Christelle, quel était ton mot de la fin pour tous les jeunes, finalement, qui ont envie d'aller au bout de leurs rêves, puisque c'est le thème de ce podcast? Pour les jeunes qui veulent se lancer dans le domaine de l'art, le conseil que je donnerais, si vous avez cette envie, faut tenter le coup, hein.
quoi qu'on dise après, par rapport à la rémunération, comment gagner votre vie, tentez parce que sinon vous allez le regretter. Et après, une fois que vous y êtes dedans, continuez à travailler, persévérer, essayez d'aller vers l'excellence, avoir du courage, écouter son cœur. Et puis, après, c'est bizarre, mais après, quand vous êtes dans une école d'art, il y a plusieurs professeurs qui peuvent donner des avis différents. Faut pas tout écouter, faut aussi avoir sa part de préjugés. Et après, voilà. C'est magnifique. Merci beaucoup, Christelle. J'espère que Floriane. ça aidera beaucoup de jeunes qui connaissent pas très bien le milieu de l'art et qui voulaient en savoir plus. Au moins que ça ait attisé leur curiosité. J'espère que de cet épisode naîtront beaucoup de futurs artistes talentueux comme toi. Merci beaucoup. Je te remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Merci, Floriane. Merci, Christelle.